Aujourd'hui, tranche de vie d'entrepreneuse. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler entreprise et on va parler d'une entrepreneuse dans un monde d'hommes. Alors de temps en temps, je partage avec l'accord d'un membre un extrait des conversations privées que j'ai avec lui ou avec elle dans mon groupe d'entrepreneurs Le Ciel. C'est le cas aujourd'hui. Cela te permettra de comprendre un peu mieux ce qu'est le ciel et te donnera peut-être envie d'y adhérer. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un mail à cédric@outildumanager.com. Je conseille en particulier d'écouter la fin de conversation où Céline va évoquer des exemples de collaboration et de progression qu'elle a faites avec des membres du ciel. Merci Céline, quand j'ai une conversation comme celle-là, je suis fier d'avoir créé le ciel. À bientôt et place à notre conversation. Bonjour Céline. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très très bien, super. Il fait très très beau dans le Pas-de-Calais. J'ai plein d'allergies, donc ça veut dire que les pollens sont dans l'air. Alors je ne sais pas où tu es toi ? En région parisienne. Région parisienne. Okay. Dans le 91. Pas trop et il fait très beau, très chaud. Bon, sympa. Eh bien écoute, je te propose de commencer simplement en te présentant et en nous disant un petit peu quelle est ton activité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part être un membre du ciel ? À part ça. Moi c'est Céline, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai un enfant, donc je suis dans le 91 en région parisienne. Et j'ai une entreprise qui fait la maintenance et l'entretien d'équipements de quai de chargement et de fermeture industrielle. Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, un entrepôt de logistique, lorsque le camion se met à quai, c'est la porte qu'on ouvre, c'est le niveleur, la grosse plaque métallique qui va dans le camion pour charger, décharger. Voilà, c'est toute cette façade-là. On intervient sur toute la région parisienne. Et voilà, on est une petite équipe, une petite entreprise, on est 8. 8 personnes. On a des grands noms, on vit dans un monde de gros requins, mais on s'en sort très très bien. D'accord. Tu vas nous expliquer comment tu fais. Oui, on va essayer. Ok, ça marche. C'est un sujet que je connais un petit peu puisque j'ai fait construire mon bâtiment il y a 2 ou 3 ans maintenant et c'était un des sujets, les quais et les trucs de chargement. Ouais, j'appelle ça les trucs de chargement. Tu vois, je suis pas hyper pointu. Ouais, moi je suis un peu une femme dans un monde un peu d'homme, enfin en tout cas quand j'ai démarré qu'il était vraiment bien, mais j'ai gardé ce vocabulaire très terre à terre parce que les contacts que j'ai ne sont pas forcément des gens de maintenance. Ouais. Quand on a un directeur de site qui a jamais mis un pied dans son entrepôt, il faut aussi avoir un vocabulaire relativement clair et simple. T'en as un devant. Enfin, si, je mets quand même les pieds dans mon entrepôt. Alors, Adélie nous a préparé des thèmes, et le premier thème qu'elle a mis en avant, après avoir eu une discussion avec toi, c'est ta capacité à rebondir et comment, au cours de ta carrière, tu as pu transformer des périodes difficiles en opportunités. Et alors, elle a cité certains exemples, mais que je vais te laisser citer. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ça ? Qu'est-ce qui, dans ta carrière, j'ai l'impression que tu as une carrière avec des hauts et des bas, en fait, ou une vie avec des hauts et des bas. Mais je pense que la vie, elle est comme ça, et ma carrière, elle a été comme ça, mise de haut, avec des hauts et des bas. J'ai pas mal réfléchi à cette conversation, et j'écoutais un podcast avec une femme entrepreneuse qui expliquait que être une femme dans un monde d'entrepreneurs, c'était un peu compliqué, il fallait qu'on se batte. Et j'écoutais pas mal de gens comme ça, mais en fait, moi, dans ma vie, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas, mais je l'ai pas vécu comme quelque chose. Je suis une femme dans un monde d'hommes, je suis jeune alors qu'ils ont ils sont tous beaucoup plus âgés. Je suis arrivée à Paris alors que j'ai vécu mon enfance à la campagne. J'ai jamais vécu les choses comme bon, c'est quelque chose, comment je vais réagir. Je l'ai vécu tel quel. J'ai eu pas mal de déboires, mais comme tout le monde, et en fait, on les vit simplement. Et c'est pas forcément quelque chose sur lequel je me suis arrêtée en me disant il m'est arrivé ça, c'était tel contexte, je les ai vécus. Quand il arrive quelque chose, on regarde la situation et le principal, c'est de pas s'arrêter, c'est de continuer à avancer. Donc oui, j'ai une capacité à rebondir, mais c'est surtout que j'ai une capacité à ne rien lâcher, à toujours continuer. Okay. Et quand on a un objectif, quel que soit ce qui nous arrive,
il y a toujours des solutions, bonnes ou mauvaises, hein, mais il y a toujours des solutions. Quand j'ai démarré dans la fermeture industrielle, je savais même pas faire la différence entre un rideau et une porte sectionnelle. J'étais limite la seule nana de 20 ans dans un monde très très misogyne, mais j'ai démarré par faire une étude de marché parce que je faisais une alternance, je faisais un BTS Action commerciale en alternance. Et ça m'a beaucoup aidée parce que déjà j'ai appris mon métier, hein, comme ça, j'ai appris ce que je vendais. Et c'est surtout que les gens m'ont aidée. Ok. On vit dans un monde un peu compliqué en ce moment, mais en fait les gens aiment aider. Et moi j'ai gardé ce rôle de petite stagiaire qui démarre, petit bout de femme en fait dans un monde de mecs. Je l'ai gardé très très longtemps. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton cursus, justement? Moi, ça m'intéresse de savoir que, bon, aujourd'hui, on a compris que tu avais 44 ans et que tu étais responsable d'une entreprise, mais c'est quoi la genèse? Ça a commencé par quoi? Je sais que tu as, par exemple, Adélie m'a mis dans les notes, par exemple, que tu as vécu quand même le crash des entreprises de tes parents, si j'ai bien compris. Donc, Ouais, alors moi je suis fille et petite fille d'entrepreneur. déjà, quelquefois, ça prédétermine un Ouais, petit peu mais je pense que ça, dans la vie, en fait. ouais. C'est ça que je demande. Et puis chez moi, dans ma famille, ce sont les femmes pas qui dirigent, c'est pas vrai, mais qui prennent les responsabilités. D'accord. Donc moi j'ai vécu avec une grand-mère qui a un très fort caractère et une mère qui a dirigé toutes les sociétés parce qu'elle en a eu plusieurs. D'accord. À l'école, je me suis un peu cherchée. Ça peut aussi aider parce que c'est un peu un parcours, alors pas très intéressant, mais qui me permet moi de rebondir maintenant. Je me suis un peu cherchée à l'école, donc j'ai fait un BEP secrétariat. Après, j'ai fait un bac compta et j'ai fini par un BTS en alternance dans le commerce. Et ce parcours un peu où bon, je me suis cherchée, c'est pas mal en fait. J'ai toujours l'impression que c'est un peu compliqué, mais ça m'a pas mal aidé. J'ai vu pas mal de choses. Et en alternance, en fait, j'ai cherché tout bonnement dans quoi je voulais travailler. Donc, la seule chose que je savais, déjà dès le départ, c'est que je ne voulais pas travailler dans une grosse entreprise. Okay. J'ai toujours voulu travailler dans une petite entreprise parce que je ne voulais pas voir qu'une partie de l'entreprise. Je voulais pouvoir être maître, pouvoir voir le plus large. Donc, comme tout le monde, moi, à mon époque, j'ai voulu travailler dans la com parce que les salaires étaient 20% plus élevés en moyenne. Bon, la com, c'était pas mon truc, hein. C'était vraiment pas mon domaine. Et la patronne pour qui je travaillais, son mari, qui était aussi à son compte lui, c'était plus dans la partie hydraulique, avait eu un client pour réparer sa porte dans un entrepôt de logistique. Et il m'a proposé de démarrer cette activité-là avec moi pour terminer mes études. Et c'est là, en fait, où j'ai atterri dans un monde où j'ai vu une porte dans un entrepôt et il a fallu tout construire. Okay. Donc, en fait, au départ, tu étais à l'intérieur d'une structure existante. Ouais. D'accord. Ah, j'ai pas monté ça comme ça. Et tu avais quel âge, là? Là, j'avais 20 ans. Ah, ok. Et est-ce que tu avais déjà... ta maman était toujours chef d'entreprise ou... Non, à cette époque-là, elle l'était plus. Elle l'a été beaucoup plus tard. Elle l'était avant. Ils ont tenu un café-hôtel. On est revenu en région parisienne parce que ça s'est très mal passé en Normandie. Ils ont tout perdu. On a vécu chez mes grands-parents. Enfin, ça a été une période pour mes parents assez compliquée. Moi, j'ai toujours vu aussi mes parents vivre des choses et rebondir. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, donc il faut rebondir et ils ont rebondi. Et ensuite, ils ont été salariés longtemps et c'est après, plus sur le tard, qu'elle a repris une entreprise. D'accord. Donc quand même, je pense que avoir vu ça, quelque part, ça te prépare au pire et au fait que oui, il y a une crise, mais qu'après la crise, il y a un rebondissement, etc. Je pense qu'il y a un petit peu ça quand même derrière, dans l'éducation. Oui, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit face à ça qui est important. On est d'accord. Ok, donc tu arrives devant cette porte sectionnelle ou ce rideau ou je sais pas quoi d'ailleurs. Moi, je suis resté à ce niveau de connaissance-là, tu vois. Et J'arrive donc dans cette société où on développe tout. Donc, je fais une étude de marché, ça me permet de rencontrer plein de potentiels clients. Là où on aurait pu croire que c'était compliqué d'être une petite jeune fille de 20 ans qui s'y connaît pas dans un monde un peu technique, moi, j'ai rencontré des gens
super. Je me souviens que j'avais été à Gare au Nord. Gare au Nord, c'est une zone qui est un peu dure. Faire du porte-à-porte, c'est un peu compliqué, hein. Et ben, j'ai réussi, je sais plus comment, à avoir un rendez-vous avec l'acheteur de Gare au Nord, Monsieur Brossard, je m'en souviens, qui était à 1 an de la retraite. Mais Monsieur Brossard, il s'est pris un coup de cœur pour moi en disant, mais tu ressembles à ma petite fille, il faut que je t'aide. Ah. Et j'ai eu beaucoup de chance comme ça. Et ce qui fait que on a évolué. Il a embauché un premier technicien, un deuxième technicien. Sa femme, donc, qui faisait de la com, a complètement arrêté la com pour venir travailler avec nous. Et puis en 2002, il décède brutalement pendant ses vacances. Waouh. Ouais. Et là, j'ai perdu mon mentor, j'ai perdu celui qui m'a tout appris. Ça a été très dur parce que j'étais très proche d'eux. Alors, on se vous voyait encore parce qu'il y avait encore la barrière. C'était mon patron, mais avec sa femme Cathy, c'était mon ami plus qu'autre chose. Mes parents venaient manger chez eux, enfin c'était vraiment très proche. Donc ça a été une période assez difficile. Donc avec Cathy, on a essayé de tenir l'entreprise. Il y avait 12 techniciens quand même. Tenir l'entreprise tant bien que mal, mais c'est là où on apprend que diriger une entreprise, en fait, c'est un métier. C'est l'entreprise, elle a beau tourner très bien, mais c'est quand même un sacré métier. Donc bon là. Et ça, c'était en 2002 alors. Ouais, ça devait être 2002, ouais, quelque chose comme ça. Okay. Et là, s'en est suivi 3 ans de galère, hein, pas de vacances, pas de week-end, on fait comme on peut. Et là, en fait, c'était la période où j'ai travaillé, mais un nombre d'heures incalculable, mais j'ai brassé du vent. En fait, concrètement, j'ai brassé énormément de vent. Quand on n'y connaît rien, c'est compliqué, et c'est surtout que quand on dit, oh là là, tu rentres à 17h, t'as rien fait de ta journée, non, en fait, c'est pas la quantité de travail qui est importante, c'est la qualité de travail. Moi, là, pendant cette période-là, j'ai énormément travaillé. Mais bon, c'est pas très constructif. Donc à la fin, Cathy a décidé de vendre. Je pense que c'était la meilleure solution. On n'a pas forcément vendu à la bonne personne, malheureusement. Donc là, la vente d'une entreprise exactement comme nous. Nous, on était dans le 95 à l'origine, donc le nord de la région parisienne. Et on a vendu à une entreprise dans le 91, donc le sud de la région parisienne, qui avait à peu près le même profil que nous, la même taille, à peu près le même chiffre d'affaires, qui avait de bien meilleures marges que nous, hein. Ce patron, lui, avait beaucoup plus d'expérience. Donc, il nous rachète. 3 mois, 4 mois après, je suis la seule qui reste. Bon, je détiens quand même 90% de la clientèle, hein, commercialement. Donc, je suis quand même une pièce maîtresse de l'entreprise. Donc, je reste. Échec tout de même, mais bon, c'est là quand même où je rencontre mon mari. Mon mari qui est un de ses techniciens. 6 mois après, je déménage dans le sud parce que 6 mois, lever à 5h du mat, rentrer à 21h, j'ai beau être jeune, il y a un moment, c'est plus possible. Et puis, début 2008, ça faisait déjà à peu près un peu plus de 6 mois que ce patron-là avait décidé de nous lâcher un peu l'entreprise et de faire autre chose. D'accord. C'est-à-dire l'ensemble de la nouvelle entreprise. Voilà, l'ensemble de la nouvelle entreprise, ça tournait bien. J'avais commencé à vraiment mettre le pied dans la gestion. Du coup, je faisais les banques, je me coupais vraiment un petit peu de tout. Donc, il avait décidé un petit peu de nous laisser un petit peu les rênes. Donc, moi, je m'occupais de tout ce qui était gestion commerciale. Et Philippe, le meilleur ami de mon mari à l'époque, qui était le plus ancien des techniciens, lui s'occupait de la partie technique. Okay. Et puis 2008, c'était quand même c'était quand même une belle crise économique. Ça a commencé à être un petit peu compliqué. Et puis, pour la faire courte, il est arrivé un matin en disant les impôts me sont tombés dessus, il me faut 30 000 balles. Et surtout, elle a dit oui, sauf que là, à un moment, c'est un peu compliqué. Le chiffre, il est un petit peu en train de descendre. Et là, s'en est suivi pendant 6 mois une guerre avec les techniciens. Donc, il a fini par nous licencier tous les 3, donc les 3 personnes, entre guillemets, les plus importantes de l'entreprise, qui faisaient tourner l'entreprise. Et puis, on s'est retrouvés au chômage et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, comme on ne savait pas faire grand-chose d'autre, mon mari et Philippe ont décidé de monter l'entreprise. Moi, je ne rentre pas dans l'entreprise à ce moment-là.
Moi, j'ai quand même subi un peu d'harcèlement moral. J'avais besoin de me reconcentrer sur moi. À la même période, en plus, on récupère la garde de Kevin, le fils de mon mari. Bon, qui est mon fils maintenant, mais il a 3 ans et demi, le gamin. On récupère sa garde intégralement. Donc, bon, beaucoup de choses, beaucoup de changements. Je leur montre leur entreprise. On crée l'entreprise. Moi, j'avais quand même fait pendant 10 ans de la prospection physique. Je connaissais mes clients, moi, même si mes clients m'ont tous appelé. Ils m'appelaient sur mon portable. Donc, avec 2-3 connaissances, on monte l'entreprise. Bon, avec des beaux clients quand même. Hein. Et puis, on la développe, mais qu'au bouche à oreille. Je ne fais rien commercialement. Fin 2008, je rentre concrètement, officiellement en tant que salarié dans l'entreprise. Et jusqu'en 2014-2015, on continue comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, par contre, on a créé notre job. Ils étaient 2 sur les chantiers et moi, je faisais les devis, je faisais les factures, je faisais le courant. Philippe et José, mon mari, sont des très bons techniciens. Philippe même est un très bon artisan. Ok. Mais ils n'avaient pas pour vocation de monter une société en fait. Donc dès que j'avais des propositions de développer un petit peu, non, c'était pas possible. On gère pas le personnel, c'est chiant. On se développe pas parce que l'argent, limite, on le veut tout de suite. Il y aura pas de retraite. Voilà. Bon, donc ça m'arrange. Moi, j'ai quand même un petit bout à m'occuper et je me suis énormément occupée de son éducation. Donc voilà, moi c'était limite un travail à mi-temps. Par contre, niveau challenge, pas super intéressant quoi sur le coup. Hein. Voilà. J'ai fait mon job. Il y a quand même un danger dans ce genre de structure, hein, j'en parle dans la formation Business Accelerator, c'est que s'il arrive quelque chose à une des personnes, il n'y a plus de business. Quoi. Eh ben en 2015, nous on apprend un petit peu avant, mon mari tombe malade. Ouais. Mon mari il a été greffé d'un rein. Donc en 2015, il rentre en dialyse. Donc c'était vraiment la fin. Physiquement sur les chantiers, ça devenait vraiment compliqué. Et Philippe, lui, sa femme est réunionnaise et il nous annonce qu'il veut aller vivre à La Réunion. Wow. Et là, reboum, le monde s'écroule, mais comme au licenciement, hein, quand on a été licencié, le monde s'écroule. Enfin, à chaque fois, le monde s'écroule, mais bon. Et puis, le monde s'écroule, qu'est-ce qu'on fait ? L'entreprise, on ne peut pas l'arrêter, elle est telle qu'elle. Je rachète toutes les parts, mais je rachète les parts de tout le monde. Je rachète les parts de Philippe, je rachète les parts de mon mari. C'était plus logique. De toute façon, c'est moi qui l'a dirigé. Et puis, mon mari, on pensait vraiment qu'en étant salarié, il aurait une meilleure protection. Ouais. Donc, je monte une entreprise à côté pour les mettre salariés. Parce que partir à La Réunion c'est bien, mais il lui fallait quand même un peu de chômage pour pouvoir commencer à trouver quelque chose. Donc je monte une entreprise et j'embauche. Mon mari lui est obligé de s'arrêter brutalement à cause de la dialyse, donc j'embauche le frère de Philippe. D'accord. Qui était pas dans notre domaine, mais qui apprend très vite qu'il y a des brouillards. Et quand Philippe s'en va, j'embauche le frère de mon mari. Donc l'équipe retourne à 2 et puis là s'ensuit très sincèrement 3 ans un peu de galère avec mon mari entre les hôpitaux et tout ça, j'ai pas le temps. Donc on survit, je ne sais pas comment. En 2018, je crois, je perds un quart de mon chiffre d'affaires. Je le savais, hein, ça me pendait. Je fais pas de commercial, je fais pas de suivi. Alors j'ai tout le temps mes clients au téléphone, mais je démarche pas. Je vais quasiment plus en clientèle parce que j'ai pas le temps. J'ai une vie à côté qui me demande beaucoup trop de temps. Bon, je perds un quart du chiffre d'affaires, mais on n'est pas en perte. Et c'est là, en fait, où j'ai géré cette entreprise comme j'ai géré mon porte-monnaie. D'accord. Et puis, mon mari sort un petit peu de la galère médicale. Il se sent bien, il rentre à la maison. Bon, on sait qu'il ne retourne pas sur les chantiers, hein, mais j'ai plus besoin d'être à l'hôpital, courir à droite, à gauche. Mon fils a bien grandi. Et là, je vais voir mon mari et je me cherche, je m'ennuie. Je m'ennuie dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de quelque chose. Je me suis occupée du petit, je me suis occupée de lui. Et là, boum, je me retrouve... j'ai rien. Et je commence à... Parce que quand je vais à l'hôpital, mon mari est resté 1 an à l'hôpital, je vais tous les jours à l'hôpital. Tous les après-midi, je suis à l'hôpital. Donc beaucoup de routes, hein, parce que tout le monde connaît la région parisienne, avec les embouteillages. Et là, je commence à écouter des podcasts.
Et j'écoute pas mal de podcasts et j'écoute notamment Franck Nicolas, Ouais. un booster d'énergie, mine de rien. Et là, je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que les choses changent. Donc, j'en discute avec ma mère, parce que je parle toujours avec ma mère de travail, parce que voilà, elle a l'expérience, elle a la sagesse que j'ai pas. Et je lui dis, je veux changer les choses. J'ai les rênes, je veux monter une entreprise. Et en fait, je veux plus, comme tu disais, je veux plus être tributaire. S'il m'arrive demain quelque chose, bah, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, quoi. Donc, je me lance. Je me dis, j'achète des locaux et on se lance. Donc, j'achète des locaux et puis j'embauche tant bien que mal. Alors, moi, c'est pareil, hein, j'embauche toujours le cousin de César. Ensuite, ça a été le fils de César. Ensuite, mon fils. C'est toujours très, très familial chez nous. Et puis, bah, maintenant, on est 8. Donc, voilà l'histoire, en fait, de MDA et où on en est aujourd'hui. Alors, tu es passé un peu vite, je trouve, de 2018 à maintenant, parce que quand même, entre deux, il y a eu le Covid. Ah Qu'est-ce oui, qui s'est alors, passé? 2018. Alors, on a les locaux en juin 2019. Donc, Ok. 2018, c'est un peu avec les banques, je refais un business plan, je trouve un local. Bon, pour la petite histoire, ma banque me plante, je crois, 15 jours avant la signature. Bon, on trouve le local, on embauche en juin et en mars 2020, eh ben, le monde s'arrête encore. Et Ouais. pas pour nous. Nous, on s'est arrêté 15 jours, mais on a fait des dépannages. Nous, on travaille avec la logistique, quasiment le seul secteur porteur depuis des années, et on travaille avec des sites alimentaires. Ok. Donc là où ça a été la galère, c'est que nous, petite entreprise, au départ, on fait les dépannages, mais personne nous vend de gel, personne nous vend de masques, personne nous vend rien. Donc c'est mes copines stylistes qui nous fabriquaient nos masques. C'est la cousine d'un de mes techniciens qui travaillait dans une pharmacie qui nous faisait les gels. Enfin, nous, on a tout fait un peu comme ça. Et nous, en fait, le Covid, ben, j'ai décidé de faire du stock. J'ai décidé d'acheter tout de suite du stock en me disant si le monde s'arrête, il faut absolument que les entrepôts continuent. Donc là où beaucoup m'auraient dit oh là là, faut faire attention. Moi, j'ai pris le parti de dépenser pas toute la trésorerie, mais une bonne partie de la trésorerie dans notre stock, et on a super bien marché. Bah oui. Je rejoins ce que tu dis. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi parce que un peu plus tard, tu sais, juste avant les pénuries aujourd'hui qui nous attaquent, c'est que en fait finalement de la trésor, enfin avoir du stock, si tu sais qu'il est vendable quelque part, c'est aussi bien que de la trésor parce que tu vas le vendre un jour. La question c'est quand. Ouais, Mais et en cas de nous, crise, ça te donne un tel avantage par rapport à ceux qui n'ont pas de stock, c'est là que tu fais en général exploser ton business, que tes clients te sont reconnaissants, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la redondance. On va te dire financièrement, non, gardez votre argent. Enfin, on va te faire des analyses comme ça très optimisatrices sur l'entreprise, etc. Et toi, entrepreneur qui connais bien ton marché, tu vas te dire, mais non, on est en période de risque, donc, comme on dit, je fais du gras parce le, que le, le l'hiver risque, arrive. le risque paye. On a monté Pas l'entreprise en toujours. 2008, le risque calculé, mais c'est quand même les meilleures opportunités. Moi, je trouve qu'elles arrivent toujours dans des moments un petit peu. On a monté l'entreprise en 2008, on nous a dit mais vous faites quoi? Bah ouais, enfin ça a été la meilleure opportunité de notre vie parce que c'était une crise économique, donc bah, la plupart des concurrents ont fait un peu n'importe quoi et nous on s'est glissé dedans. Alors faut pas prendre tous les risques comme ça, tout doit être calculé. Mais le risque paye si tout est calculé. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et oui, cette crise, pour moi, elle va même être plus compliquée pour une entreprise comme nous que ne l'a été le Covid. C'est clair. En fait, quand je regarde toute ton histoire là, déjà bravo pour le parcours quand même. C'est assez rocambolesque et je trouve que c'est super intéressant. Et franchement, je suis admiratif. En fait, tu as une grande antifragilité en toi, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Ce qui compte, c'est pas la crise, c'est comment tu réagis à la crise. Et c'est une des clés de l'antifragilité. Et je trouve que tes réflexes, quand on les écoute, finalement, ils sont très antifragiles. Après, un petit truc qu'on pourrait ajouter, c'est, je sais pas si tu l'as vu dans la formation
l'entrepreneur libéré, il y a une partie où je parle de la stratégie des haltères. Et la stratégie des haltères, ça consiste à avoir une approche extrêmement raisonnable sur ce qui fait que ton business évolue tous les jours. C'est-à-dire là-dessus, tu prends pas de risque. C'est ton 90%. Si tu devais dire, si tu devais répartir le risque, tu dirais, pour 90% de mon business, je prends aucun risque parce que ça, je sais que ça marche et que ça m'apporte de la trésor, un fonds de roulement, etc. Par contre, régulièrement, je prends un risque sur 10%, mais un gros risque. Mais il est pas grave. Je suis prêt à perdre ce que je mise parce qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que sur ce que je mise, je peux gagner beaucoup ou perdre. Mais c'est pas grave, c'est que 10% de mon business. Je peux perdre 10%. Ça remet pas en cause l'ensemble de mon business. Même si je perds ça, en fait, il va continuer à vivre. Et c'est le principal. Et tu vois, ça aide à prendre des décisions par rapport au risque. De se dire, est-ce que c'est un risque qui peut tout tuer? Ou est-ce que c'est un risque qui peut être un peu embêtant si ça marche pas, mais par contre qui peut exploser si ça marche? Et le choix de faire du stock, pour moi par exemple, mais sûrement pour toi aussi, c'était ça. C'était dire, je peux prendre le risque. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, je vais vendre mon stock sur une plus grande période, mais ça va pas me tuer. Par contre, ça peut faire exploser mon chiffre d'affaires parce que je serai le seul qui en a du stock à ce moment-là. Ouais, moi tout est calculé chez moi. Ouais, mais je vois J'ai bien. quand même un instinct. Alors je sais pas si c'est de ce que j'ai vécu. Je pense aussi parce que bon, mes parents ont quand même vécu. Enfin, on a vécu un moment sans électricité. Moi, je suis normande. Se laver les cheveux à l'eau froide quand il neige dehors, parce que ça fait mal quand même, petit. Et je pense que ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Ce qui fait que tout financièrement, moi, que j'arrive au bureau, la première chose que je fais quand j'arrive à mon bureau, je regarde les banques pro et ensuite je regarde mes banques perso. Et tout découle de là. Et tous les jours, je travaille sur mon tableau de bord, qui a changé là depuis quelques temps parce que maintenant j'ai une assistante, donc j'ai un peu plus de temps de faire des calculs, etc. Mais j'ai toujours une trace. Je ne fais rien sans que ce soit calculé. Et sans savoir le risque que tu prends finalement. C'est-à-dire oui, après je sais prendre des risques, parce que c'est ma force à moi, c'est de prendre des décisions, prendre vite des décisions, bonnes ou mauvaises, parce que des erreurs j'en fais tous les jours. Mais dans toutes les décisions que je prends et tous les risques que je prends, tout est calculé. En fait, c'est Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui dit « Dites-moi où je risque de mourir pour que je ne m'y rende jamais ». En fait, gérer un business, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, tu prends des risques, mais tu prends jamais un risque qui peut tuer ton business. Tu prends un risque qui peut te rapporter. C'est un peu ça. Et je trouve que quand je t'écoute, en fait, t'as cette espèce de recul qui te permet de prendre des risques. C'est-à-dire que tu regardes, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc, je peux prendre ce risque. Ou à l'inverse, j'ai envie de prendre ce risque, mais qu'est-ce qui va se passer? Premier truc, tu me dis, moi, j'ai un tableau de bord hyper important. Je regarde ma trésor. Hyper important, c'est ce qui te tue ou qui te fait vivre, la trésor, y compris perso. C'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, tu as ça en plus, c'est que tu peux te dire, au pire, je crame ma boîte, j'ai quand même autant de temps pour vivre, pour injecter dans la boîte ou pour vivre, etc. Donc, je me mets pas en risque perso absolu. Et puis, tu as une autre truc qui est vachement important, c'est que tu as des mentors. Et en fait, tu as dit, j'ai perdu mon mentor, mais tu discutes avec ta mère. Et en fait, quelque part, ça aussi, ça permet de relativiser les choses. C'est pas un mentor, il va pas forcément te dire ce que tu vas faire. Par contre, il va t'écouter raisonner. Et donc ça, c'est important aussi. Je pense que c'est tout ça aussi qui fait que finalement, tu t'en es plutôt bien sorti. Et alors moi, j'ai une question. Maintenant que tu nous as expliqué, je dirais, tout ton trajet, c'est quoi la suite d'après toi? C'est dans ta tête, comment tu vois l'avenir maintenant? Alors là, du coup, depuis un peu outil du management, de toute façon, faut pas se leurrer. J'ai décidé que mon entreprise, elle devait vivre sans moi, savoir vivre sans moi. Déjà parce que j'en ai besoin, parce que il s'est passé plein de choses dans MDA, et puis maintenant que ça roule, je m'ennuie. C'est plus très marrant. Donc là, une petite crise, c'est sympa, on va dire, entre guillemets. Mais je veux aussi que demain, si moi aussi il m'arrive quelque chose, moi, mon entreprise, c'est pas que des simples salariés que j'ai, c'est une famille qu'on a. Et moi, je veux pas que ma famille, elle se retrouve à la rue. Je veux que ma famille, elle puisse vivre sans moi. Et puis, je veux aussi partir dans de nouvelles aventures.
Donc là, le but, c'est vraiment que je sorte intégralement de l'entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, tu arrives quand même à prendre des vacances, à pas trop travailler ou Ah c'était pas? oui, moi j'ai un mari qui m'a appris tout ça, heureusement. Ah, c'est bien ça. Donc oui, moi je pars, mais je pars toujours avec mon ordinateur. Mhm. Mais là, je pars, bon là, cette année, on part que 3 semaines, mais sinon, je pars 5 semaines en vacances. En été au Bien. Portugal, mon mari est portugais, mais je peux partir même 2 mois. De toute façon, je serai toujours là. J'ai toujours l'ordinateur et j'aurai toujours le téléphone. Mais D'accord. j'ai appris à prendre des vacances, j'ai appris à déléguer. C'est le plus dur, ça, je crois. C'est bien. Alors, j'ai quand même une question. Peut-être j'anticipe un petit peu, mais comment tu fais? Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que une de tes forces, c'est quand même le commerce. Ah, C'est-à-dire que depuis le début, tu as commencé à faire du porte-à-porte à Gare au Nord, ce qui est quand même un peu le baptême du feu, certainement. Et puis à chaque fois, tu dis non, mais là, je faisais pas tellement de commerce, donc j'ai perdu un quart de mon chiffre d'affaires. On voit très bien que cette composante est importante à chaque fois dans tes entreprises et que souvent c'est toi qui t'en occupes. Et d'après ce que j'ai entendu, tu m'as dit aujourd'hui ta boîte c'est 8 personnes, c'est ça? hum. Et j'ai pas entendu que ces personnes-là c'était des commerciaux. J'ai plutôt entendu que Non, c'était il y a que moi en commercial. Il y a que moi Alors, qui gère la clientèle. Alors maintenant, moi j'ai 5 techniciens, j'ai mon mari qui est responsable technique, j'ai une assistante depuis 1 an et moi. C'est pour ça qu'on est. Moi, je me compte dedans. bien sûr. Et ce que je pense. Alors, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je prends un commercial? Et en fait, bizarrement, moi, je suis vraiment un commercial dans l'âme. J'ai fait les études dedans, j'y suis, c'est mon métier que j'aime, etc. Mais bizarrement, je veux pas de service commercial. Ok. Alors au départ, je m'étais dit, je vais mettre mes techniciens parce que c'est mes meilleurs commerciaux en fait. Oui. Eux, dès qu'ils font un dépannage, de toute façon, j'ai rien à faire. Le boulot est déjà fait. Ça et certains gros concurrents. S'ils sont sur place, c'est bon. Comme ils font pas très bien le travail, on arrive facilement à passer. À un moment, il va falloir le déléguer. Bah, mon assistante qui est là depuis 1 an, qui prend maintenant tous les appels, et ben, elle connaît des clients que je ne connais même pas. Donc c'est aussi possible. Ça c'est Après, bon. quand je dis que je veux lâcher MDA, je le lâcherai jamais entièrement. Mm. Mais en effet, ne faire que cette partie qui m'intéresse. Parce que c'est clair en fait aujourd'hui. En fait, c'est vachement, enfin, je vais dire entre guillemets, c'est vachement simple. En tout cas, c'est vachement simple à concevoir. Après, c'est moins simple à mettre en place. En fait, si tu veux faire ce que as envie de faire, en fait, il faut que tu prépares ta boîte comme si tu allais la vendre. Sauf que tu vas pas la vendre, on est bien d'accord. Mais préparer sa boîte comme si on allait la vendre, c'est vraiment sortir de l'équation. Et ensuite, tu pourras même travailler sur la valeur de ta boîte. Mais avant, il faut en sortir comme si tu devais la vendre demain. Je veux dire n'importe quoi. Tout d'un coup, avec ton mari, vous avez envie de vous barrer et puis de passer 3 ans à l'étranger. Bon, est-ce que tu gardes ta boîte ou tu la vends? Ça, c'est une question. Mais en tout cas, elle doit pouvoir fonctionner sans toi. Et donc, effectivement, apparemment, d'après ce que j'entends, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta boîte? Tu fais du commerce et tu prends des décisions stratégiques, on va dire. Les décisions stratégiques, c'est ce qui est le plus difficile à déléguer. Donc, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que tu réfléchisses à comment déléguer le commerce, on va le dire comme ça. Et dans le commerce, il y a 2 types de commerce. Il y a le commerce de rétention et le commerce de développement. Le commerce de rétention, ça veut dire je reste dans le périmètre existant et je fais du bouche à oreille ou j'élabore sur des clients existants, etc. Un service technique avec une assistante, il peut complètement intégrer ça dans ses tâches. Ça, c'est vachement quelque chose qui est possible. Moi, j'ai ça dans une de mes sociétés. Et finalement, mes meilleurs commerciaux, et tu viens de le dire, c'est mes techs. Parce que à la fin, qu'est-ce qu'il veut le client? Il veut que son problème soit résolu. Plus on lui résout de problème, plus il est acquis à la cause, et moins le prix devient un sujet, quoi. Et du coup, il fait du bouche à oreille, et peut-être qu'il a des filiales, et peut-être qu'il a des amis, etc., etc. Là où parfois c'est moins évident de l'intégrer dans une structure existante, c'est la partie développement. Ça, c'est clair. Ça, c'est une question qu'il faut se poser, et c'est pas toujours la même réponse. Ça peut être un commercial, ça peut être. Enfin, après, il y a d'autres façons de le faire. Mais je pense que c'est une des grandes questions que tu vas avoir.
Bah, c'est la partie qui me reste encore intégralement à 100% moi et que je commence à, enfin, Sylvie commence à prendre le relais sur les clients existants, etc. Bon, moi, j'ai démarché pas mal de propriétaires et de gestionnaires d'entrepôts, donc ce qui m'amène à régulièrement des nouveaux clients. Bon, après, c'est aussi la partie qui me plaît. Ouais. Et j'ai essayé de plus m'en occuper, mais c'est comme en vacances. Si j'ai pas mon ordinateur, moi je peux pas couper à 100%. On est tous différents. Moi, je vais pas dire que je vais travailler quand je pars en week-end, mais j'ai besoin de suivre les mails, de suivre ce qui se passe. Bah, l'entreprise, même si je veux qu'elle soit autonome sans moi et que je veux faire d'autres choses à côté, je veux continuer quand même à avoir un pied dedans. Je veux pas. Je veux pas la vendre, je veux pas, je veux quand même. Le truc, c'est de faire comme si tu devais la vendre. Voilà, comme si, parce que ça me remet en question sur beaucoup de choses. Et ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai tout rechangé, j'ai tout restructuré dans l'entreprise parce que en suivant ta formation, bah, je prends poste par poste et je recommence tout, je remets tout en cause. Et ça, c'est génial, je trouve. Oui, bah un jour, tu auras envie de plus parce qu'un jour, tu vas dire, et si je rajoutais une autre entreprise? Ou si c'était moi qui achetais l'entreprise concurrente maintenant? Ou si, ou si, ou si. Et en fait, c'est à ça que ça te prépare, en fait, de gérer ton entreprise comme si tu devais la vendre demain. D'avoir du temps pour pouvoir te construire un nouveau challenge si tu as envie ou pas, mais en tout cas d'avoir le choix. Ce choix, il est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, il y a plein de choses à explorer, hein. Il y a des manières de développer le commerce qui sont même sur Internet. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de pistes aujourd'hui pour améliorer le commercial sans être complètement dépendant d'un commercial, hein, par exemple. Ouais. Alors, et j'ai vu qu'avec Adi, vous aviez parlé Alors, peut-être on va le prendre dans l'ordre. Si on devait, après cette discussion, se dire... qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi d'être femme, mère et entrepreneur dans l'âme, dans un monde d'hommes? Tu nous as donné des exemples, mais en synthèse, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça change dans les valeurs de l'entreprise? Et tu vois, est-ce que tu peux nous parler de ça? Le fait que tu sois une femme. Tu nous as dit, bah pour moi, je me suis jamais considéré, j'ai jamais considéré ça comme un handicap finalement. Non, ça a été une force parce que comme j'étais une femme, donc automatiquement je n'y connaissais rien, hein, donc les gens m'aidaient. Ouais. Et un client qui aide, eh ben c'est un client qui suit, c'est un client qui devient fidèle. Voilà, il faut toujours laisser nos clients nous aider. Voilà, donc c'est un peu, si tu veux, moi j'en ai fait une force à chaque fois. Après, j'étais une femme entrepreneur, mais j'étais aussi mère, et j'étais aussi mère à une période où j'avais besoin de temps. Et j'avais pas encore les parts, donc bah, j'ai laissé flotter cette entreprise parce que ça m'arrangeait. Donc oui, ça change en fait dans les décisions et dans la vision des choses. À l'époque où Kevin était petit, bah, ma vision c'était voilà, j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois, on va tous créer notre salaire et vivre correctement, et pour le moment on s'arrête là. Et puis bah, c'est après en fait quand j'ai plus d'enfants à charge et de mari entre guillemets à charge que là bah voilà, ma vision était différente et mes choix étaient différents. Après, être une femme dans un monde d'hommes, mon grand-père était chauffeur poids lourd. Moi, j'ai toujours vécu. Enfin, j'ai essayé la com et la com. Après, la com, ça me ressemble pas. Je me sentais pas bien. Fallait être bien habillée, fallait être maquillée, Enfin, c'était pas mon truc. Moi, je suis arrivée dans les portes. Voilà, j'étais en jean avec des caterpillars, mais voilà, c'était mon élément. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Ça a été naturel. Et oui, j'ai fait du neuf et le fait d'avoir été une femme, mais moi je comprends même pas que les chefs de chantier soient encore des hommes. Mettez des femmes partout sur les chantiers. Nous, on n'a jamais loué ne serait-ce qu'une nacelle ou qu'un chariot ou quoi que ce soit. J'arrivais sur les chantiers, je demandais à un tel, à un tel, à un tel. J'ai fait un gigot bitume sur mon deuxième chantier, j'avais 21 ans. Non, mais je pense effectivement que c'est un gros avantage et que c'est en train de changer quand même. Moi, je vois... dans la logistique, maintenant, il y a énormément de femmes et ça, c'est super, vraiment super, et qui commencent à être à la direction, et moi, à gérer des entrepôts et tout, et ça, c'est génial. Oui, je suis d'accord. Beaucoup de conscience professionnelle, beaucoup de volonté de développer, mais en même temps de sécuriser les gens. Voilà, tout ça, c'est... Même si on nous dit qu'aujourd'hui...
il n'y a plus de différence entre les genres. Moi, je trouve quand même que quand j'embauche une femme, c'est pas comme j'embauche un homme, mais ça veut pas dire que je veux pas embaucher de femme. Bien au contraire. Je trouve qu'il y a beaucoup à gagner, en plus à mixer les équipes d'une manière générale. Alors, il y a un autre truc aussi, moi, une question qui me vient, qui a rien à voir d'ailleurs, au fait que tu sois une femme ou pas, d'ailleurs, je pense, c'est quand même que t'embauches quand même vachement au feeling, et non seulement au feeling, mais en plus dans ton cercle familial et dans ton cercle d'amis et dans le cercle d'amis de la famille ou de la famille des amis. Et c'est pas bien du tout. Ouais, mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Parce que ça c'est sûrement ce qu'on t'a dit. On t'a dit, bah, c'est pas bien de le faire, mais finalement, en vrai. Ah non, je l'ai vécu, j'ai viré mon beau-frère. Ça a été super compliqué. Hein. Ouais. Donc non, je l'ai vécu. Je pense que tout ce qu'on dit, c'est vrai. Avoir des associés, moi je suis toute seule, je suis pas prête d'en avoir. Rien n'est facile. Après, nous, on est une entreprise familiale et je crois que inconsciemment, j'ai voulu la créer comme ça. Moi, je suis sur la liste des écoles des enfants de mes salariés. S'il y a besoin, c'est moi qui vais les chercher à l'école. Mais j'ai besoin de travailler avec des gens en qui j'ai confiance. Et j'ai besoin que ce soit une proximité. Après, c'est vrai que quand on grossit, le cercle d'amis et le cercle familial commence à se restreindre. Et puis, c'est pas bon du tout. De toute façon, il faut aussi du sang neuf, entre guillemets, des gens qui n'ont rien à voir. Mais chez nous, quand on fait rentrer quelqu'un chez nous, le problème, c'est que il y a les compétences, il y a la personnalité de la personne, c'est une chose. Mais il faut qu'elle rentre dans notre moule. Et ça, c'est super compliqué pour quelqu'un de l'extérieur. Alors, tu vois, il y a un outil, je sais pas si tu l'as déjà utilisé, qui s'appelle Culture Match. Parce qu'en fait, ce dont tu me parles, c'est pas les compétences, ce dont tu me parles, ce sont les valeurs. Les valeurs de l'entreprise qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, et je suis d'accord, surtout dans ta taille d'entreprise, et surtout si tu dois commencer à recruter en dehors du cercle. C'est ce qu'on a commencé à faire là. Ouais, et donc vraiment, 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 il faut que tu aies déterminé les valeurs. Mais les valeurs, c'est pas juste, il faut être familial. Tu vois, parce que si tu dis ça... c'est trop vague. Parce qu'en fait, si tu dis ça, en réalité, moi, je vais comprendre quelque chose d'autre que ce que tu as voulu dire. Et donc, les valeurs, elles doivent être vraiment tirées des comportements. Par exemple, tout à l'heure, tu m'as dit, par exemple, moi, je suis sur la liste, et si jamais faut aller chercher le petit à l'école parce que le père, il est retenu sur le chantier ou je sais pas quoi, je vais le faire. Bah, tu vois, ça, c'est un comportement, c'est pas une valeur. Et donc, c'est en partant des comportements que tu trouves bien que tu vas construire tes valeurs. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, tu dis, dans mes salariés, qui, selon moi, est vraiment, lui, c'est, ou elle, c'est vraiment la personne qui, j'en voudrais 10 des comme ça, quoi, si je devais recruter. Mais il faut pas s'arrêter là. Après, il faut se dire, c'est quoi les comportements, la liste de comportements que j'apprécie chez cette personne. Par exemple, je sais plus comment elle s'appelle, Sylvie, ou je sais plus, c'est Sylvie, non ? Voilà, mon assistante, j'en veux 3 des comme ça. Demain, je triple de taille, je veux 3 Sylvie. Qu'est-ce qui, dans Sylvie, me fait dire que c'est ça ? Et tu fais la liste, par exemple, elle a fait ça, par exemple, elle fait ça, par exemple, elle fait ça. Puis tu as une liste de 20, et puis tu fais ça pour tous tes salariés, en tout cas ceux qui représentent les piliers de ton entreprise. Et de ça, tu vas tirer les valeurs et dire, par exemple, la ténacité, c'est une valeur. Par exemple, Sylvie, quand le client lui dit non, elle le rappelle et elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. La famille, c'est une valeur. Par exemple, Pierre, quand Jean il a été malade, il s'est occupé de son gosse, etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir traduire tes valeurs, parce que sinon, ça veut rien dire. Les gens ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Et du coup, quand t'embauches, que ce soit toi qui embauches ou quelqu'un d'autre ou un recruteur, etc., tu peux lui expliquer tout ça. Tu peux lui remettre ton petit document qui dit chez nous c'est ça les valeurs. Et tu peux même dire, moi, si vous me trouvez des gens avec ces valeurs-là, qui n'ont pas tout à fait les compétences, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est les valeurs et les compétences, on va les développer. Et moi, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est ça qui est hyper important dans une boîte. Ah, mais nous, c'est ce qui importe le plus. Voilà. Tu vois, tu as tout dit. Parce que des compétences, ça s'acquiert. Avec l'expérience, on est là pour leur montrer, il n'y a pas de problème. À partir du moment où toi, tu es une entreprise qui accepte ça, tu as d'autres boîtes où les valeurs, par exemple, ça va être la rapidité et
où on va appeler ça par exemple, une boîte, c'est l'excellence. C'est-à-dire que nous, on recrute que des talents qui sont 10 fois meilleurs que nous. Et c'est ça qui compte en premier lieu. Moi, j'accepte aussi. Je veux dire, oui, après, chacun... Toi, c'est pas ça. Toi, tu dis, bah non, moi, je veux bien recruter quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les compétences et le faire monter parce que je vais le façonner comme je veux, il est destiné à rester longtemps. Tu vois, c'est une autre vue. Bon, bah, c'est ce qui correspond à ta boîte. C'est ce qui correspondra pas à une autre boîte. Donc, c'est vraiment important, je pense, ce truc-là. Après, il y avait un autre aspect, c'était gérer son entreprise comme son portefeuille personnel. Je pense que tu nous as expliqué un petit peu comment tu fonctionnais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce qu'on a fait le tour du sujet là-dessus? Tu m'as dit déjà, j'arrive le matin, je regarde la trésor. Bon, ouais. Moi, je regarde la trésor, j'ai mon tableau de bord que je suis quotidiennement. Donc, le tableau de bord, c'est la chose la plus simple qui existe. J'ai pas fait de hautes écoles, c'est un tableau Excel. Alors, mon chiffre d'affaires, moi, j'ai très vite appris à tout le monde qu'un chiffre d'affaires, on s'en fout. Ouais. Les entreprises qui peuvent faire 8 milliards de chiffre d'affaires si elles sortent pas de bénéfices ou s'ils sont pas bien payés, aucun intérêt. Moi, ce qui m'importe, c'est la marge. Donc, je vends tant, j'ai besoin de temps pour mes chantiers, combien il me reste? Ensuite, j'ai mon petit tableau de bord de fonds de roulement que je revois automatiquement 4 fois par an. Parce que et là, je liste, mais tout simplement comme on fait dans son porte-monnaie, comme j'ai appris à mon fils, tous les mois, tu as ta facture d'électricité, tu as ceci, tu as cela, je mets tout et ça me donne la marge que je dois faire. Et ensuite, je suis ce tableau. Mais c'est les calculs et les tableaux les plus simples. Alors, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis sur le fonds de roulement, parce que moi, ça a toujours été un truc qui m'a fait rire. C'est que, en fait, j'ai fait une école de commerce. Et en fait, j'ai intégré en parallèle, mais le premier truc où je me suis retrouvé devant une montagne, ça a été la compta. Moi. Quand on a commencé à me donner des cours de compta, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez bizarre, moi, j'ai jamais compris ce truc-là, c'est qu'on nous apprend les choses à l'envers à l'école. C'est-à-dire que t'arrives, bon, t'es étudiant, tu sais à peu près que si t'as pas de trésor, en gros, ça va être compliqué, quoi, ta vie. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais quand étudiant? Tu gères par la trésor. C'est-à-dire que tu te dis, s'il y a des sous, ça va, s'il n'y a pas de sous, ça va pas, quoi. Et en fait, finalement, quand tu regardes comment on t'apprend la compta, on démarre par un truc qui est complètement anti-logique, qui est les charges, la comptabilité en double, je sais même plus comment ça s'appelle, en double partie, etc. Ouais. Et à la fin, une fois qu'on t'a bien expliqué tout ça, on te dit, et à la fin, ce qui est important, c'est la trésor, donc il y a un BFR, donc il y a un fonds de roulement, un machin, un truc, un bidule. C'est absurde. On devrait faire l'inverse. Ce qu'on comprend tout de suite quand on arrive dans une école de commerce, en fait, c'est le plus important. C'est que c'est avec la trésor qu'on vit, que si on n'a plus d'argent, on est pauvre, etc., etc. Et on devrait inverser et aller vers la compta ensuite, parce que les deux sont importants. Et moi, je dis toujours aux dirigeants, mais c'est bien votre compte de résultat. Hein. C'est bien de voir que la société en bas, c'est positif, etc. Sauf qu'il y a plein de choses qui vous empêchent de voir que votre trésorerie va mal. Pourquoi vous commencez pas par votre trésor? Parce que c'est quand même ça qui va dire si vous vivez ou si vous vivez pas. Votre oui, puis on apprend très vite à faire ce qu'on veut d'un bilan. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc, après, pour ce qui est de l'école, moi, j'ai pas fait de hautes écoles, mais moi, j'étais un peu en guerre avec mon école en alternance action commerciale. C'était la guerre parce que moi, je comprenais pas la relation entre leurs cours et ce que je vivais, moi, en entreprise. C'est souvent quand je leur posais des questions, ils étaient incapables de me répondre. Et ça serait peut-être bien que dans les écoles, il y ait un petit peu plus de chefs d'entreprise ou de travailleurs, de gens qui ont réellement travaillé. Parce que moi, j'ai fait qu'Action Cours en BTS et ouais, c'était la guerre avec mes directeurs, enfin avec les profs et le directeur, parce que j'arrivais pas à calquer ce que j'apprenais à la réalité. C'est deux choses différentes. Ce que tu dis, en fait, c'est vrai aussi au niveau du management. Le nombre de personnes qui me disent, moi j'ai fait, pas moi y compris d'ailleurs, qui ai fait une grande école, prestigieuse, machin, bidule, puis en fait, quand je me retrouve avec une équipe à gérer, je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les erreurs à pas faire? Enfin, les trucs vraiment de base, quoi. Et si on avait un peu plus ça, je veux dire, déjà, les entreprises se porteraient mieux et les gens dans les entreprises aussi. Alors moi, le management, c'était la dernière chose que je voulais faire. Ouais, je voulais bien faire tous les postes dans une société, même technicienne, hein, mais je voulais pas m'occuper du personnel.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est en fait. Grâce à tes podcasts, j'ai appris et c'est là où je me suis dit, mais bingo, en fait, j'embauche. Ben ouais, c'est le Ça a été truc. le déclencheur en disant, mais en fait, c'est un réel métier. Il faut juste, j'avais pas la bonne vision. Hmm. Eh ben, c'est bien que tu l'aies maintenant, je trouve, parce que c'est aussi, de toute façon, le management, c'est ton levier du début jusqu'à la fin de ta carrière. Donc, c'est important quand même de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut pas dire que c'est toi qui dois manager tout le temps quelqu'un. Un jour, t'embaucheras un manager, mais t'embaucheras le bon manager. Ouais, et puis c'est ce qui donne la santé de l'entreprise parce que moi demain j'ai beau avoir on a beau avoir de la trésorerie, des super clients, ce qu'on veut, si nos gars à l'intérieur ne sont pas bien, ils ne vont pas travailler correctement et de toute façon on aura beau être fait les meilleures études du monde, les meilleurs calculs, les meilleurs tableaux de bord, ça passera pas. Ça marchera pas. Ouais. Alors, dans ton tableau de bord, tu disais, alors, j'ai compris, tu regardes donc ta trésor, tu regardes et Mes tu regardes marges. tes marges. Ah, c'est Mais mes marges. souvent dans des métiers comme le tien, les marges, c'est pas évident à calculer. Non, Si tu regardes quoi? Tu regardes une marge globale de l'entreprise au jour la le jour? marge brute au Ouais, mais jour le par jour. chantier ou global l'entreprise? Là, je le fais par chantier, c'est-à-dire je prends bêtement mes factures. Ouais, Et en face, je mets les achats qui ouais. sont imputés à mon chantier. À côté de ça, je fais quand même une moyenne grosso modo, et moi je rajoute bien 30% de plus, si j'aime pas les mauvaises surprises, d'achat de matériel courant, comme au bureau, les fournitures de bureau, nous on n'a pas grand chose, mais les garçons ils ont quand même besoin de visserie très régulièrement. Je vais pas compter un paquet de vis à un chantier. Donc ça, c'est global pour le mois. Et je Hmm, regarde pour tel chantier, qu'est-ce que j'ai dû acheter. hmm. Et ça te donne une espèce, par exemple, si tu es en dessous de X%, ça veut dire que ton chantier a tension et quand tu es au-dessus, tu es Ouais. large, quoi. Bah, de ce squelette-là, en découle beaucoup parce que si mes marges ne sont pas atteintes, bah faut regarder. Il faut regarder si on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires. Peut-être donc c'est qu'on avait un planning un petit peu trop, pas assez de chantier, donc pas assez de commandes. Si on en a trop, là concrètement, 2000. Alors, moi, mon bilan il est de juillet à juin. Mhm. Moi, 2019, juillet 2019 à juin 2020, on a explosé au niveau du chiffre. En revanche, les Super. marges, elles n'ont pas explosé. Hein. Ah, Elles ont. Mais du coup, ça me permet. Parce qu'on regarde le chiffre d'affaires, il a explosé. Cucu les petits oiseaux, on est dans un monde, c'est merveilleux. Non, en fait, pas du tout. Les marges, elles diminuent. Il faut qu'on regarde. Qu'est-ce qui se mhm. passe? Et il manque un élément dans ta marge, c'est la main-d'œuvre. Comment tu fais avec la main-d'œuvre? Parce que un Bah, moi, la chantier, main-d'œuvre, c'est je pense que le premier poste, c'est la main-d'œuvre. Ah bah oui, oui, nous, 70% de notre marge, c'est dans les salaires. Bah, je prends tout le monde, je mets les salaires avec les marges et boum, ça fait partie de mon fonds de roulement, donc ça fait partie de combien j'ai besoin de marge pour vivre. Ah, ok, d'accord. Ça veut C'est dire pour qu'en ça que c'est ma marge qui est importante. tu vas Combien... détailler, en fait, ta marge en haut, elle va être par chantier. Ça va te donner une marge par chantier qui va te donner une marge générale et tout ça, ça doit couvrir. Par mois, c'est un tableau par mois en moyenne, entre les salaires, le loyer, l'électricité, parce que tout y va, hein, vraiment tout y va. Mhm. J'essaye vraiment de mettre le maximum de choses et de le gonfler. Et bah, si le mois, ma marge allait bien, je suis tranquille. Le jour où c'est pas bien, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et 2 fois par an, je donne des primes. Et 2 fois par an, j'ai besoin de mes tableaux à savoir qu'est-ce que je fais. Parce que Mhm. moi, j'ai pas pour vocation d'être multimilliardaire, je m'en fiche, je veux que tout le monde vive bien. Donc Ouais. moi, si mon entreprise elle gagne de l'argent, c'est pas moi, enfin c'est pas grâce à moi, c'est Mhm. grâce à tout le monde. Alors après qu'on s'entende bien, c'est quand même moi qui prends le plus de risques. En plus moi dans ma boîte je suis la seule D, hein, donc il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus si je veux vraiment partir. Mais du coup, oui, s'il y a des choses, si on gagne, je distribue. Mhm. Et en fait, ta stratégie, c'est d'être encore vivante demain. On a compris. C'est un concept antifragile, ça. Je parle de la boîte. Hein. Alors moi, il y a quand même un truc. Voilà. Puis après, sur les tableaux de bord, je pense qu'on sera bon. Il y a quand même un truc, c'est comment tu mesures un chantier qui dérape, mais en termes de main-d'œuvre. C'est-à-dire, on avait prévu d'intervenir une journée et ça n'en finit pas et on doit retourner, etc., etc. Est-ce que dans ton tableau de bord, tu es capable de voir ça? Parce que si tu n'affectes pas ta main-d'œuvre par chantier, tu le verras pas, ça.
Alors, dans mon tableau principal, non. Mais maintenant, depuis quelques temps, oui, je le fais. Alors, je le fais pourquoi depuis quelques temps? Parce que je ne suis plus toute seule à gérer les clients. Avant, je faisais pas de tableau parce que je le savais. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct. Moi, c'était aussi pour ça qu'à l'école, ils m'aimaient pas. Moi, j'ai jamais préparé un rendez-vous. Je l'ai toujours fait à l'instinct. Le client, il me plaît. Si je sens pas le client, je vais chercher un autre client. Et en fait, comme je suis tous les chantiers, ce sont mes bébés et ce sont mes clients, je le savais d'office. Maintenant, oui, Sylvie, elle a un tableau par semaine où on met le nombre de main-d'œuvre qu'on a calculé, le réel, et on regarde la marge. Ça, c'est hyper important. Et elle, c'est à la semaine. Parce que c'est un des trucs qui peut tuer une boîte. Quand tu as 70% de tes charges qui sont de la main-d'œuvre, faut regarder les taux d'occupation des gens et surtout de pas se planter, pas faire déraper un chantier, parce que là, tu peux carrément perdre de l'argent sur un chantier. Ah, mais moi, ça a été concrètement le problème que j'ai eu là. J'ai mon chiffre qui a explosé et mes marges qui ont diminué. Très concrètement, une grande partie, il n'y a pas que ça, mais une grande partie, c'est tous les chantiers où on a dû y aller 2-3 fois parce qu'en fait, moi, mes gars étaient tellement débordés, parce que c'est ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Nous aussi, on a fait beaucoup d'erreurs au niveau du planning, et tout cumuler, y retourner. Surtout maintenant quand on voit le prix du gasoil. Ah ouais, mais très concrètement, ça coûte très très cher. Ça, c'est un truc hyper important. Alors moi, j'appelle ça le repeat, le taux de repeat, c'est-à-dire tu devais aller pour une intervention, puis en fait le mec arrive, il a pas les bonnes pièces, ou finalement ça se passe et il doit revenir. Avant, ça coûtait déjà cher, mais aujourd'hui, ça te coûte encore plus cher, parce que c'est ce que tu dis, le gasoil, etc., les matières qu'on n'avait pas prévues, etc., etc. Mais donc, c'est aussi là où il faut savoir prendre des décisions drastiques. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour une réparation de porte, à un moment, s'il faut y aller 15 fois, tant pis, j'achète enfin, je dis ça grossièrement, tant pis, j'achète la porte, je perds tant, ok, mais j'arrête l'hémorragie. Et tu libères ton technicien. Ah oui, oui, oui. En fait, ton technicien, il est goulot, parce qu'aujourd'hui, ton chiffre d'affaires, il est en croissance, et que finalement, t'as pas assez de tech par rapport à ta croissance, et donc c'est ton boulot. Je pense que l'analyse, je sais pas si tu as fait le live de l'analyse processus avec Laurie. Ah si, on a commencé. Ouais, oui, c'était celui de la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben voilà, Laurie, typiquement, c'est un gars qui travaille sur ces sujets-là, tu vois, repérer en fait le goulot d'étranglement dans ta structure. Et quelquefois, on peut être amené à conseiller un client, vas-y mollo sur les prises de nouveaux chantiers, parce que finalement, ça te génère plein d'incidents en fait dans ta chaîne, et en fait, tu gagnes pas d'argent. Ça peut être ça. Ça veut pas dire qu'il faut dire ça à chaque fois. Mais moi, ça fait partie de mon travail maintenant. C'est clair. Mon travail maintenant, il n'est plus de faire l'opérationnel, il n'est plus de faire les devis, il n'est plus de faire le planning, ni quoi que ce soit. Mon travail à moi, c'est de soulever, de mettre le doigt là où ça ne va pas, ou là où on peut s'améliorer. C'est clair. Ça, c'est clair. Et ça devient... Et c'est assez passionnant, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est assez passionnant, mais c'est essentiel. Une entreprise, elle peut pas... Enfin, c'est des indicateurs. On est obligé de la regarder. Enfin, pour moi, je sais pas comment une entreprise, je sais pas comment elle tient si on regarde pas ces indicateurs-là. En fait, une entreprise, c'est un système, c'est une machine. Et donc, toi, une fois que tu as réussi à avoir du recul et à la regarder de l'extérieur, tu te dis, ah, mais il faut régler ce truc-là un peu mieux. Ah, mais il faut régler ça. C'est assez passionnant. Ouais. Moi, je trouve. C'est, comme tu dis, c'est ton bébé. Tu utilises ce terme. Ouais, mais moi, ce que j'aime, et c'est pour ça que je veux aussi me dégager du temps pour faire autre chose. Moi, ce que j'aime, très concrètement, c'est défaire et refaire. Ouais. Ou améliorer. Voilà. Par contre, j'aime trouver le problème, j'aime trouver la solution. À la mise en place, par contre, moi, je veux déjà partir sur autre chose. Moi, c'est un peu là mon problème aujourd'hui, c'est que je m'ennuie très très vite et il faut que je passe très vite à autre chose. Mais c'est super passionnant. Et après, il y a un autre truc qui est assez passionnant, quand même, je te le dis en passant, c'est quand c'est même plus toi qui résous. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est une personne ou plusieurs personnes de ton entreprise qui viennent te voir en disant « on pourrait faire ça ». Et encore mieux, on a fait ça. Et alors là, toi, tu es carrément extérieur, tu regardes ton truc et tu te dis, mais en plus, ce sont les éléments de l'équipe qui font que l'entreprise continue à progresser. Et là, tu te dis, tu as gagné 1000 fois, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Quand tu arrives à ça, je te jure, c'est une énorme satisfaction. Après, tu peux t'ennuyer, mais je pense que une personne comme toi, elle s'ennuie jamais longtemps, elle trouve toujours un autre truc à faire. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas le souci principal.
Et bah écoute, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu as des bonnes pratiques commerciales qui t'ont permis de te développer à nous partager en plus? Parce que je vois que Adélie m'avait parlé de ça. Bah, moi, si tu veux, pendant presque 10 ans, j'ai pas fait de commercial. Et je sais que ne pas faire de commercial dans une entreprise, c'est la mort du petit cheval, comme je dis. C'est pas bien du tout. Par contre, à côté de ça, j'ai eu 10 ans de pratique, j'ai eu 10 ans de terrain. Ouais. Pendant 10 ans, j'étais sur le terrain, j'étais chez mes clients tout le temps. Donc, j'ai semé, c'est ce qui m'a permis, en fait, de vivre sur mes acquis. Mmh. Et il y a une chose que mes clients, ils apprécient chez moi, et c'est pour ça qu'ils ont confiance, c'est que quand il y a une erreur, quand il y a un problème, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des problèmes, et c'est normal. Je suis chez le client avant même qu'il s'en rende compte. D'accord. C'est les seules fois où je me déplaçais, c'est dès qu'il y avait un problème, j'étais chez le client. L'autruche, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Le client, il a besoin, enfin pour moi, il a besoin d'avoir confiance. À partir du moment où il a confiance, très sincèrement, on peut faire entre guillemets toutes les conneries du monde, du moment qu'on les répare. C'est toujours pareil. C'est pas ce qui se passe qui est important, c'est comment on réagit. Je suis d'accord. En fait, quand tout va bien, tout le monde est bon. Oui, tout le monde, Et voilà. quand tout va mal, que tu vois qui sont les bons. Et Voilà. ça, les clients, ils sont sensibles à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que là où on doit être réactif, c'est quand ça merdouille, quoi. Sinon, nous, on est une toute petite entreprise face à des gros. J'ai des très très gros concurrents. Et nous, on est tout petits, on n'est pas connus. Et pourtant, on travaille avec des grands noms de la logistique et qui ne nous lâchent pas. Mais parce qu'ils ont confiance en nous. C'est-à-dire que moi, je suis sur le terrain, mais mon technicien, il arrive en même temps que moi. Et on s'en fout, après ce que je dis, on s'en fout de d'où vient la faute. On répare le problème, on fait en sorte que le client puisse continuer à travailler, et ensuite on discute de qui a fait l'erreur. Je suis d'accord avec toi. En fait, si on devait, je trouve, résumer tout ce que tu nous as dit, c'était très riche, hein, je t'en remercie. Moi, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est un petit peu ce qui a guidé à la fois ta vie personnelle et finalement ton entreprise, et finalement c'est ce que tu fais aussi quand tu interviens chez le client. On pourrait dire les opportunités naissent dans les crises. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment le truc qui résume. Je trouve que c'est vraiment ta manière d'avancer dans la vie. Et quand je parle d'antifragilité, ça peut se résumer comme ça. Tu vois, l'antifragilité, on peut dire c'est vivre dans un monde qu'on ne comprend pas, parce que ça va parler à un certain nombre de personnes. Mais les opportunités naissent dans les crises, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que finalement, peu importe ce qui arrive, j'en tirerai le meilleur. Mais moi, quand les techniciens font des erreurs sur le chantier, ou quand Sylvie, qui commence à prendre un petit peu de responsabilité, faire ses propres prix, etc., quand elle se trompe, tout le monde est là. Et moi, je suis là, mais c'est trop génial, en fait. C'est super, parce que maintenant qu'on l'a faite, cette connerie, on est sûr qu'on va plus la refaire. Et ça vaut tout l'or du monde. Hein. Moi, je pense que la réponse, quand ça arrive, d'abord, il faut que les gens aient la confiance de te le dire, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une erreur cachée dans une entreprise. Et donc, ta réaction va faire qu'on va te parler tout de suite des erreurs ou pas. Si tu réagis mal, les gens vont planquer les erreurs. Mais quand on te dit « Oh merde, j'ai fait telle erreur, il s'est passé ça », ma première question, c'est « Ouais, ok, mais comment tu vas faire pour réparer ?» Parce qu'en fait, on apprend en réparant. On n'apprend pas en faisant l'erreur. On apprend en réparant. Pas tout à fait. Et on apprend 2 fois plus que quand il n'y a pas d'erreur. Ah bah oui, de toute façon, quand il n'y a pas d'erreur, on n'apprend rien. Et le client, il apprend à nous connaître. C'est clair. Il apprend que quand on fait une erreur, on réagit très vite. Et du coup, tout le monde est content, en fait, dans l'histoire. Je suis d'accord. Bon, je dis pas qu'il faut faire des erreurs tous les jours. Il faut trouver le bon côté des choses. Mais non, mais en fait, de toute façon, cette mentalité et même cette stratégie font que tu ne feras pas des erreurs tous les jours. Quelqu'un qui répare ses erreurs, il apprend à ne plus les faire, en fait, en les réparant. Il anticipe, après, c'est naturel. C'est-à-dire, on n'aime pas repasser sur ce qu'on a fait, etc. En tout cas, c'est pour ça que je te disais, le taux de repeat d'un chantier, c'est important aussi de comprendre, mais pourquoi on allait 2 fois? Il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Comment on la répare? En retournant, en réparant, mais comment on la répare à un niveau supérieur, qui est comment on change notre système pour que ça ne se reproduise plus. Moi, je me suis améliorée grâce à un groupe de pairs.
Ah, c'est cool. Ah ouais, mais c'est très très intéressant parce que même si c'est pas notre problème, on arrive toujours à le calquer. Et là, en l'occurrence, c'était pas du tout un problème technique, mais on écoute. J'ai mis un tableau blanc à côté de mon bureau où je mets toutes les semaines, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur un chantier, je le note, que ce soit de notre fait ou que ce soit du fait du client, ou parfois c'est là j'ai un chantier qui va pas être fait parce que j'ai un camion qui a crevé. Enfin, je veux dire, c'est la faute de personne. Mais tout est noté. Et en réunion technique, j'ai expliqué à tout le monde et notamment aux techniciens que quand ils montaient, c'était ce qui était écrit, c'était leur chantier. Ouais. C'était ce qui se passait sur leur chantier et que c'était à eux maintenant de trouver des solutions pour rayer au fur et à mesure que ce n'était plus à moi de le faire. Cool. Et ben, je ne sais pas si c'est le fait d'en parler, mais depuis que j'ai mis ce tableau-là, j'ai de moins en moins de problèmes. Bah, en fait, ce que tu viens de faire, c'est un relevé d'incident. Et en fait, en faisant ça, tu as fait une première chose, c'est que tu l'as rendu visuel. Et ça, j'en parle dans la formation de tableau de bord. À un moment, je parle du nudge. Je dis, quand on écrit concrètement les incidents et que tout le monde les voit, déjà, on a conscience du nombre d'incidents et de ce qui s'est passé. C'est la première étape. Tant que tu l'as pas écrit, ça n'existe pas. Tant que c'est pas visuel, on se dit, ouais, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Ok, ça veut rien dire. On peut rien faire avec ce truc-là. Oui, l'incident augmente. Est-ce qu'on en est sûr? Bon, là, on peut le mesurer, etc. Une fois qu'on a un paquet d'incidents comme ça, effectivement, il y a des incidents qui vont jamais se reproduire et il y en a qui vont se reproduire. Ce qu'on veut évidemment traiter, c'est ce qu'on peut prévoir. Les signes noirs, on peut pas les prévoir. Quelqu'un qui crève, tu peux pas les regonfler. Enfin, tu peux pas donner de roue de secours. Enfin, je sais pas comment tu pourrais faire, mais bref, c'est le truc, tu peux rien faire. Et donc là, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle une root cause analysis, c'est-à-dire dire c'est quoi la raison de cet incident, la raison source de cet incident, tu vois, de remonter à c'est quoi, tu sais, quand tu as 100 incidents, c'est impossible à traiter. Faire des catégories, ouais. Par contre, tu as 100 incidents, mais il y en a 80 qui appartiennent à la même catégorie. C'est-à-dire que si tu résous juste cette catégorie-là, tu résous 80% de tes incidents. Là, ça vaut le coup vraiment d'y mettre des moyens énormes. Mais je dirais, voilà, ça c'est après. Déjà, rien que le fait de répertorier les incidents dans vos business et les rendre visuels pour tout le monde, c'est ultra important. Parce que sinon, ils n'existent pas en vrai. Ils existent, mais personne ne les voit, en fait, finalement. Ouais, puis moi, mes techniciens n'étaient pas du tout sensibles à ça parce qu'eux, ils sont sur leur chantier. Ils faisaient donc du coup beaucoup d'heures parce qu'il fallait tout le temps retourner chez les clients. Et ils disaient, écoute, on fait beaucoup d'heures, on est fatigué et je comprends pas. Tu nous dis qu'en plus, les marges, c'est pas top. Mais tant que c'était pas marqué sur le tableau en disant, regarde concrètement, ce chantier-là, il s'est passé ça. Ah oui, oui, je me souviens. Mais mis bout à bout, voilà d'où vient le problème. Et ils ont besoin, eux, ils n'ont pas la même vision que nous. Eux, ils sont dans l'opérationnel, encore pire que nous. Ils sont sur le chantier et quittent pas le chantier. Donc ils peuvent pas prendre d'auteur pour voir les choses. Et le tableau m'a servi à ça. Et nous, toutes les semaines avec Sylvie, on analyse tous les incidents. Et à chaque réunion technique, on en fait tous les 2 mois, on rappelle. On rappelle ce qui s'est passé, on rappelle ce qu'on a mis en place en face. Génial. Je trouve que c'est super et je suis hyper content que ça se soit venu. Alors, tu vois, ça c'est un exemple. Je suis le créateur du ciel et finalement, la bonne pratique que vous venez de faire naître, en fait, je suis pas intervenu à un seul moment. Ouais, ça j'adore. Tu vois, de me rendre compte qu'en fait, ça c'est né de votre réflexion à vous. Je trouve ça extraordinaire. Je préfère ça 1000 fois au fait que moi je l'aurais, tu vois, je l'aurais presque imposé ou dit. Je préfère quand ça émerge comme ça. Après, moi je rattache ça à des outils, mais on s'en fout. Finalement, ce qui compte, c'est la pratique que vous avez, quoi. C'est important. Ah ouais, non, puis ce groupe de pairs, c'est live, et ça, là, j'ai jamais fait de hautes écoles, mais je pense très sincèrement que ça vaut toutes les hautes écoles qui puissent exister. Wow. Parce que l'expérience des autres l'aide, parce que quand on passe en haut site et que c'est notre problème qu'on peut exposer, c'est génial. Moi, ce qui me manquait aussi, c'est que je me sentais un petit peu seule aussi. Bon, moi, heureusement, j'ai ma maman, moi, qui est entrepreneuse, qui m'écoutait. Mais le fait de savoir qu'on a tous plus ou moins les mêmes problèmes, ça rassure quand même. Hein. Carrément. Et aussi le fait de pouvoir en parler sans que ça ait des conséquences. C'est-à-dire que on sait que ce qui se passe dans le ciel, ça sort pas, quoi. On peut même avoir des problèmes, vraiment, déjà cette impression qu'on est le seul à l'avoir, se dire, bah non, en fait, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, ou qui a déjà eu un problème similaire. Mais en plus de pouvoir en parler sans être jugé, quoi, finalement. C'est hyper important, sinon, on fait pas, quoi.
Ah, puis on se nourrit des problèmes, entre guillemets, enfin des problématiques des autres. Bah, on apprend en corrigeant ses erreurs. Donc, ça permet aussi de voir des erreurs qu'on a faites dont on s'est même pas rendu compte, hein, parfois. Ouais. Vraiment, c'est des rendez-vous, en tout cas moi que j'attends avec impatience et je pense vraiment que je suis pas toute seule. Ah, tu me fais plaisir. Ok, bah en tout cas, Céline, je te remercie infiniment pour Merci cette à toi. conversation. C'était vraiment génial. C'est vraiment le genre de conversation que j'adore. Et puis, bah, on se dit à bientôt, hein. On va se retrouver au prochain live. Donc, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as apprécié cette conversation avec Céline autant que moi je l'ai appréciée. Je trouve ça toujours ultra intéressant de voir la vie en vrai des entrepreneurs et voir que quelquefois c'est difficile, mais que c'est aussi une grande source de satisfaction. J'espère aussi que ça t'a donné envie, si tu es entrepreneur, de rejoindre le CIEL, c'est-à-dire le Cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit mail à cédric@outildumanager.com. Si tu veux recevoir une série de emails sur comment améliorer ta vie d'entrepreneur en te libérant de ton entreprise, eh bien, je te mets un lien en description. C'est une petite suite de mails que j'ai faites qui reprennent un petit peu les principes que j'ai extraits de ma vie d'entrepreneur et qui t'aideront peut-être, je l'espère en tout cas. Et pour ça, il suffit que tu suives le lien en descriptif, que tu me donnes ton prénom, ton nom et ton meilleur mail, et puis ça démarre tout de suite. Tu auras à peu près, je crois, 8 mails, simplement pour t'expliquer des principes qui vont peut-être t'intéresser pour améliorer ta vie d'entrepreneur. Et puis j'en profiterai aussi pour te parler de ma formation, ma dernière formation sur le sujet, qui s'appelle l'entrepreneur libéré. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à bientôt sur Outils du Manager.